Usine Up, l'émission de l'usine nouvelle et d'Epoca Up qui met en lumière les startups et scale-up porteuses de sens, d'innovation et de savoir-faire à la française. Une émission animée par Christophe Bis. Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Usine Up. Je reçois aujourd'hui Laure Cohen. Bonjour Laure. Bonjour Christophe. Vous êtes cofondatrice et CEO de Certideal. Certideal, c'est une plateforme française de commerce électronique que vous avez créée en 2015 et qui est spécialisée, on peut dire, dans les smartphones. Oui, dans les smartphones reconditionnés. On peut même dire qu'on est une plateforme spécialisée dans le smartphone reconditionné avec un contrôle et des standards et une maîtrise de la chaîne logistique de A à Z qui nous permet du coup de garantir l'ensemble de nos produits 24 mois. Alors au départ, comment vous avez eu l'idée de créer Certideal? Vous aviez déjà créé d'autres startups. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'abord d'aller dans le secteur du smartphone et puis faire cette startup-là plutôt qu'une autre? Alors dans ma précédente expérience, je travaillais dans une société qui développait des applications mobiles. C'était en 2013, entre 2010 et 2014. Vous aviez beaucoup de BlackBerry, vous aviez une tonne de versions de BlackBerry. L'application devait être testée sur chaque version d'OS. Et du coup, il fallait se procurer ces smartphones. À l'époque, on avait deux choix. Vous aviez soit acheter du neuf, donc c'est le même qu'aujourd'hui, acheter du neuf, mais pour des tests et dans le cadre professionnel, finalement, le téléphone, il servait une heure ou une journée et après, il était conservé dans un placard. Soit vous achetiez du coup sur des sites de petites annonces, comme Le Bon Coin ou autres. Et là, vous n'aviez pas du tout de contrôle technique. Donc, vous tombiez sur parfois des bonnes affaires, parfois des arnaques et tout ce qu'on peut entendre. Donc, on a eu l'idée, avec mon associé aujourd'hui avec qui je travaillais déjà dans la précédente société, de créer Certideal en se disant qu'on allait créer un label de certification, un contrôle technique, un petit peu comme ce que vous avez sur la voiture, ce qui existe sur la voiture. Vous avez un contrôle technique, vous n'achetez pas une voiture dans un garage ou d'occasion sans ce contrôle existant. Donc on allait créer ce standard et derrière, être capable du coup d'apporter de la réassurance et de la confiance aux consommateurs dans un seul objectif qui était de ramener le marché du neuf vers le marché de l'occasion. Le marché de l'occasion qui aujourd'hui du coup s'appelle le marché du reconditionné. À l'époque, le marché de l'occasion était encore très embryonnaire. Très embryonnaire. C'est ça, très embryonnaire. On allait sur des sites généralistes et on trouvait un téléphone qu'on achetait à un particulier qu'on ne connaissait pas forcément. Complètement, en plus pratique, un petit peu complexé. En fait, on n'assumait pas forcément acheter de l'occasion, parce qu'il y avait la brique économique qui était mise en avant, mais finalement, un petit peu moins le côté impact et transition écologique. Aujourd'hui, on assume pleinement cet achat, et c'est vrai que c'est un marché sur lequel on peut allier l'économie et l'écologie. Comment on fait pour faire venir à soi les smartphones qu'on va reconditionner, qu'on va certifier? Aujourd'hui, j'imagine, c'est autant votre problème, c'est pas tant peut-être de trouver des clients que de trouver des appareils à reconditionner. Comment vous faites ça? Vous avez complètement raison. La demande, en fait, l'achat, ça se trouve de par le référencement, de par Google, etc. Donc la demande, elle existe. Le sourcing, c'est un petit peu le secret. Et le sourcing, c'est là où il faut être vigilant et où il faut essayer d'acheter les terminaux les plus sains possibles. Ce qu'on a fait, nous, c'est que dès le départ, on a voulu maîtriser notre chaîne logistique et donc internaliser notre chaîne logistique. De ce fait, en fait, on a été labellisé R2. R2, c'est un label américain, Responsible Recycling, qui nous permet d'être éligible aux achats des opérateurs américains, là où se fait la plus grosse collecte dans le monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, eux n'ont pas d'effort particulier à faire, puisque l'américain classique a un forfait qui paye une somme assez astronomique. Et tous les ans, il peut rendre son téléphone et avoir un nouveau terminal. Donc la collecte se fait là-bas et c'est des États-Unis que partent tous les téléphones. Du coup, on a bypassé la chaîne sans avoir besoin de passer par des courtiers, par des brokers, en étant nous-mêmes référencés et en pouvant acheter directement chez ces opérateurs. On fait venir ces produits. Ces produits, du coup, ils sont différenciés par différents grades, grade A, B, C, grade cassé, etc. Et là, vous achetez, du coup, ce qui correspond à vos besoins. Donc nous, on n'achète jamais de lots cassés, donc on achète des lots fonctionnels et derrière, on les reconditionne. Donc reconditionner, c'est parfois changer qu'une batterie, parfois c'est changer un haut-parleur, parfois c'est changer tout le téléphone. Et ça, c'est toujours aux États-Unis? Il n'y a pas l'équivalent avec les opérateurs français? Si, vous avez en fait, on travaille aussi avec les opérateurs français, mais la collecte est trop faible en fait. Elle ne permet pas de répondre aujourd'hui à la demande. Donc ce que fait le marché et les acteurs français, c'est finalement passe par des brokers, parce qu'ils ne sont pas labellisés R2, passent par des brokers qui eux-mêmes vont sourcer chez les opérateurs. C'est compliqué d'avoir cette labellisation R2?
Alors, c'est compliqué, Ça oui, prend ça du prend temps. du temps. Et en dehors de prendre du temps, vous devez répondre à beaucoup de contraintes, dont la principale qui va être d'avoir sa chaîne logistique internalisée. Ah oui, c'est ce que vous disiez donc. Et du coup, dès lors que vous externalisez, que ce soit en Roumanie, au Brésil ou ailleurs, vous ne pouvez pas être labellisé à RD. Très bien. Allez, première rubrique de cette émission, c'est l'instant business. Nos téléspectateurs les plus habitués la connaissent. C'est Fabrice Pelosi. Il est un expert reconnu du monde des startups et des scale-up. Et il a une question pour vous. Je crois que je ne pouvais pas la poser plus vite, celle-là. Usine Up, l'émission de l'usine nouvelle et d'Epoca Up. L'instant business. Vous venez de lancer votre offre B2B, les entreprises ayant un énorme besoin de réduire leur bilan carbone. Quand pensez-vous que le marché du reconditionné dépassera celui du marché du neuf ? Est-ce que le marché du reconditionné va dépasser le marché du neuf ? Je n'ai pas cette certitude. J'ai plutôt la certitude que le marché de l'occasion va doubler. Donc aujourd'hui, c'est 15% du marché global. À horizon 3-4 ans maximum, on va passer à 30%. Donc l'ambition, effectivement, c'est que ce marché dépasse le marché du neuf et que ça rejoigne les stats qu'on a sur le marché de l'automobile, clairement. Mais je ne sais pas si on va dans cette direction, ça c'est certain. Mais est-ce que j'ai la date à laquelle ça va le dépasser ? Non. Notre ambition, c'est juste de participer à ce changement de consommation. Je rebondis sur la question de Fabrice. Pourquoi vous avez commencé par le marché grand public plutôt que le B2B ? Alors, le marché B2C, la demande, elle existait. Oui. Elle a commencé à exister, elle a émané du marché du particulier. Oui. Elle vient de là aussi pour deux raisons. La première, c'est l'accessibilité. En fait, tout le monde ne peut pas se payer un nouveau terminal chez Apple. À l'époque, c'était 500 ou 600 euros. C'était déjà énorme. Aujourd'hui, on dépasse des SMIC où on atteint des SMIC. Donc, le marché du reconditionné permet finalement de donner cet accès avec le panier moyen. Si je vous donne le panier moyen de Certideal, c'est 300 euros. Et 300 euros, nos top ventes, c'est un iPhone XR, un iPhone 8. Un iPhone 8, ça coûte moins de 200 euros maintenant. Et avec un iPhone 8, vous pouvez tout faire. Il arrive qu'on rencontre des startups, vous n'êtes pas la première startup que je rencontre, c'est que je veux dire, elles disent souvent que passer du marché B2C au marché B2B, c'est pas la même chose, que les sites de vente sont plus longs. Vous avez dû aussi vous adapter, recruter des nouveaux commerciaux, ou est-ce que là aussi vous les vendez à l'unité ? Non. C'est vrai que le marché B2B, c'est un petit peu plus frustrant, on va dire, que le marché B2C. Pourquoi ? Parce que l'achat en fait, du client final, il est direct, il vient sur votre site. A priori, il va avoir un cycle d'achat qui peut durer entre 1 heure et 6 jours. Si c'est moi, ça peut être 6 mois. Mais ça va être... parce que vous n'êtes pas assez convaincu sur le site. Allez sur Certideal. Mais sur le marché du B2B, c'est vrai que le process peut être beaucoup plus long. Pour peu que vous passiez par d'abord la direction achat, la direction financière, etc. Donc ça peut être plus long. Maintenant, les pôles RSE se développent de plus en plus. Et c'est ce qui nous aide aujourd'hui à proposer cette offre. L'entreprise, avant, je pense, était un petit peu moins sensibilisée à cette consommation responsable. Je pense que le Covid a participé et a permis aussi de pousser cette consommation un petit peu plus nationale. Au début, ça a commencé par « je consomme français » et puis après « je consomme plus largement responsable ». Et c'est ce qui fait aussi, je pense, que les entreprises s'intéressent de plus en plus à ce marché. Mais vous, ça vous oblige à revoir vos process ou vous réussissez à avoir le même process pour tout le monde ? On a exactement le même process. Aujourd'hui, en fait, tout se fait par les technologies qu'on a développées nous, donc notre technologie et nos applications. Et aujourd'hui, on peut enregistrer aussi rapidement, entre guillemets, un téléphone que 1000 téléphones. Après, pourquoi on arrive, nous, à l'adresser à un marché du B2B, c'est qu'on est capable d'avoir une flotte homogène de, par exemple, 1000 terminaux qui vont être de l'iPhone X, gris, dans tel état et dans tel grade. Lorsque vous avez comme concurrent des marketplaces, les marketplaces, vous avez plein de vendeurs qui sont affichés et vous aurez du mal à avoir 1000 produits du même vendeur au même moment. Vous vous concentrez sur les smartphones, vous ne pensez pas vous diversifier vers les tablettes, les ordinateurs ? Si, on est justement en train de mettre en place l'offre ordinateur qui va être très rapidement sur le site, je pense d'ici la fin du mois. Et on va lancer aussi les consoles. Après, on n'a pas vocation à se diversifier trop loin. Vous n'allez pas aller jusqu'aux aspirateurs. Voilà, ce que j'allais vous dire, on ne va pas être sur le frigo, l'aspirateur, pour l'instant, c'est pas ça. Très bien. Eh bien, écoutez, Caroline Chalin-Darginet est patronne du pôle influence et relations médias d'Epoca. Elle a une question à vous poser. C'est l'instant média RP.
Usine Up, l'émission de l'usine nouvelle et d'Epoca Up. L'instant RP et médias. Comment arrivez-vous à vous distinguer de la concurrence alors que vous êtes sur un marché de niche et que pour obtenir l'attractivité médiatique, c'est la prime au premier ? Alors, je retiens dans la question marché de niche. Je ne suis pas sûre que je l'appellerais marché de niche. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec elle. Ouais. Juste pourquoi, je vais vous donner quelques chiffres. C'est un marché qui était un marché de niche, je ne remets pas en question. Aujourd'hui, c'est un marché dont la taille, on va parler que de la France, c'est à peu près 1 milliard d'euros. Et c'est un marché où on a, en 2020, 2,6 millions d'unités vendues. Donc, le marché qui était un marché de niche devient aujourd'hui un marché qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus large, beaucoup plus dynamique et qui se renforce énormément. Après, vous me parliez de la visibilité et de la manière de se démarquer. Notre manière de nous démarquer, nous, émane aussi de la manière de notre savoir-faire, en fait, de ce qu'on fait. On est aujourd'hui le seul reconditionneur R2 en Europe et on est aujourd'hui le seul reconditionneur spécialiste qui a internalisé sa chaîne logistique. Donc, notre manière de nous démarcher est celle-ci et je pense qu'on est de plus en plus visible en termes de marque. Oui, en plus aujourd'hui, il y a ce que vous disiez un peu tout à l'heure, il y a tout le mouvement de la RSE, de la consommation responsable. Mais justement, est-ce que vous avez travaillé, est-ce que vous avez fait des opérations d'influence, essayer de travailler pour changer peut-être l'image du téléphone reconditionné qui était soit destiné à une population peut-être un peu plus pauvre que la moyenne, ou à une population qui, on va dire, un peu altère, pour que ça devienne un produit finalement qui touche un public plus large. Vous travaillez sur ça pour évangéliser, voilà le mot que je cherchais, évangéliser le marché. Oui, on y a travaillé en proposant diverses offres, dont des offres à super bas prix, de l'accessibilité à un marché. On a proposé des téléphones aux étudiants, enfin on fait vraiment beaucoup de choses. Après l'évangélisation du marché, on a l'impression que on est dedans, on a même dépassé ça. La démocratisation de ce marché, elle a été faite par nous, par des concurrents aussi, qui ont participé aussi à appeler ce marché le reconditionné. Parce que quand on est arrivé, nous, c'était le marché de l'occasion, c'est le marché du secondaire, vous achetiez de l'occasion. Et en fait, on ne savait pas toujours ce qu'on achetait. Moi, je riais tout à l'heure quand vous expliquiez, parce que moi, j'ai souvenir d'avoir acheté un téléphone d'occasion qui était soi-disant jamais utilisé, où il y avait un répertoire plein de noms, maman, papa. C'est ça, c'est exactement. C'est les expériences qu'on a eues qui nous ont amenés à créer Certidil. C'est vraiment, finalement, le marché, c'était le marché de l'occasion et l'évangélisation, elle s'est faite aussi de par ce nom qui est acté. C'est le marché du reconditionné. L'ambition et l'objectif, c'est toujours de ramener le réflexe d'acheter neuf vers le marché du reconditionné. Et je pense qu'on y arrive. En tout cas, on va dans la très bonne direction. Vous publiez sur les réseaux sociaux en tant que dirigeante ou en tant que marque, en tant qu'entreprise ? Oui, alors c'est vrai que les réseaux sociaux sont hyper importants. Il y a 5 ans, on se disait oh non, mais on ne va pas être sur Instagram. Enfin, Instagram n'existait pas, remarque, mais sur tous les réseaux. Finalement, c'est effectivement super important. On y est, on est présent. On est présent sur Insta, sur Facebook, sur LinkedIn. On a une cible de clients qui est un petit peu différente d'autres cibles d'acteurs du marché, puisqu'on est plutôt sur une cible de 25-40 ans. C'est plutôt le père de famille, la mère de famille qui vont acheter pour eux, pour leurs enfants, qui ont besoin de réassurance et de confiance. Donc on était un petit peu moins sur les réseaux plutôt jeunes, type TikTok ou autres, mais on y arrive. Et c'est un domaine qu'on connaît justement moins. Il y a par exemple sur ces réseaux sociaux des influenceurs, je ne sais pas, par exemple peut-être plus Bon Plan qui vont avec lesquels vous allez travailler parce qu'ils vont dire acheter du reconditionné qui nous propose plutôt que la personne qui vient de la télé-réalité qui elle va montrer le dernier truc. Donc vous avez les vôtres influenceurs. On a les nôtres, on commence à avoir les nôtres, c'est plutôt sur YouTube. C'est vrai que c'est la partie Bon Plan, c'est aussi les experts conso, les experts tech aussi, parce que finalement, smartphone, c'est où trouver le bon téléphone, les comparaisons. Mais oui, on voit que ça se segmente de plus en plus côté influenceur. On a parlé influence, on a parlé influence, on a parlé médias, on va parler marque maintenant, c'est l'instant marque. Et on retrouve Axel Salmon, il est directeur associé de l'agence Epoca. Et c'est un expert des sujets marques, ça tombe bien. Il y a une question pour vous. Usine Up, l'émission de l'usine nouvelle et d'Epoca Up.
l'instant marque. Dans l'univers des startups de reconditionnement, Certideal est sans doute la plus discrète. Est-ce que c'est une stratégie de communication assumée ou au contraire, est-ce que vous avez la tentation d'aller sur des sujets plus aspirationnels, des sujets plus sociétaux, d'impact écologique ? Pour répondre à ça, non, on n'a pas de stratégie d'être discret. Vous pensez l'être discret ? Non, Vous d'ailleurs n'êtes pas d'accord, pareil. vous n'êtes vraiment pas d'accord avec les experts. Non, je ne pense pas qu'on soit discret. Par contre, ce que je pense, c'est qu'on avait un ordre en fait dans notre roadmap. On avait un ordre. L'ordre, c'était d'abord de valider le savoir-faire et valider un espèce de proof of concept qui est, aujourd'hui, on est capable d'adresser une offre à 150 000 clients, parce que c'était nos chiffres en 2021, de faire 40 millions de chiffres d'affaires et de l'adresser bien avec une satisfaction client. Et en fait, à la suite de ça, l'idée, c'est d'élever la marque. Et du coup, je pense qu'on est plutôt que d'être discret, on est arrivé on s'est rendu visible finalement un petit peu plus tard, mais je ne pense pas que ce soit négatif. Voilà. Vous comptez maintenant faire un effort pour faire être plus visible peut-être et qu'on puisse dire que vous êtes discret ? Oui, on envoie régulièrement des communiqués de presse, etc. Je ne sais pas si vous nous avez vus en 2021, mais on a eu une grande campagne de télé. Donc on était sur TF1, sur M6. Donc je pense qu'on est moins discret que ce qu'on peut penser. Après, c'est un secteur où il y a beaucoup d'acteurs, où il y a beaucoup de présence. Et du coup, il faut plus se démarquer. Voilà. Elle se fait sur quoi la concurrence dans le secteur aujourd'hui ? Aujourd'hui, le prix, ça reste le prix malgré... Non, finalement, le prix, vous avez globalement un prix qui est à peu près le même chez l'ensemble des acteurs. La différence va se faire sur la qualité, donc la garantie. Et nous, aujourd'hui, on est les seuls à avoir une offre qui propose 100% des produits, garantie 24 mois. Et pourquoi on le fait ? Pourquoi on est capable de le faire ? C'est parce qu'on maîtrise toute notre chaîne logistique de A à Z. Vous avez aussi une application de test que vous avez mis au point. Oui. Ça, c'est quoi ? C'est pour être sûr que quand vous le remettez en place, il va tenir les 24 mois. Parce que en tant que, industriel, vous n'êtes pas industriel, en tant que commerçant, vous avez intérêt que la promesse soit au rendez-vous, sinon ça vous coûte de l'argent. Exactement, c'est exactement ça. Si on fait aujourd'hui, si on est capable depuis plusieurs années de proposer une garantie de 24 mois, c'est que c'est rentable, en gros. Et donc ça, c'est pour ça que vous avez mis une application de test. C'est pour ça qu'on a mis notre appli, qu'on a développé notre propre application de test. Et on a aujourd'hui nombre de reconditionneurs qui demandent à utiliser l'application qui s'appelle CertiCheck, qu'on va peut-être ouvrir au marché. Ah oui, vous êtes prêt à vendre à vos concurrents peut-être ce qui fait la différence. Et en même temps, aujourd'hui, ce qui fait la différence, c'est que certains acteurs ne testent pas. C'est plus ça. C'est pas tant. Si jamais vous lancez et vous faites un test, normalement, les 30 points de contrôle, on ne va pas réinventer un téléphone. Vous vérifiez toutes les fonctionnalités d'un téléphone. Ce qui se passe sur le marché, quand vous ne portez pas une marque, vous vendez sur une place de marché, finalement, vous n'avez pas de marque derrière, vous n'avez pas de réputation. Et donc, vous vendez les téléphones au plus rapidement pour répondre aux délais, etc. Et vous ne testez pas le produit. Et c'est ce qui se passait dans les sites des petites annonces. Comme vous disiez, vous récupériez un téléphone qui n'avait pas été réinitialisé ou effacé. Et Certideal, donc j'imagine le nom a été choisi à dessein, puisqu'on parlait de marque, quand même, je reviens à ça. Certideal, c'est certification, c'est que Exactement. Ça rentre bien dans la tête des gens. Ça a été pensé certification pour le Certi et deal, parce qu'on ne savait pas si on allait se diversifier, on ne connaissait pas encore exactement, on n'anticipait pas forcément la taille astronomique de ce marché, du smartphone, et du coup on était ouvert à deal. Si finalement on est sur de l'ordinateur, aujourd'hui on a déjà des tablettes, etc., deal convient parfaitement. C'est compliqué de trouver un nom, encore aujourd'hui, sur ce genre de marché. Il y a tellement... C'est compliqué, pour vous donner même un scoop. Christophe, on a eu un chantier de réflexion, de changement de nom pendant plusieurs mois. Et puis finalement, c'est tellement difficile qu'on a travaillé avec des agences, on nous a proposé des noms, mais finalement aucun nom n'était mieux que Certideal. Et le fait d'avoir quand même un peu de transparence dans votre nom et de comprendre ce que vous faites... Quand on regarde, je pense à ce que j'ai vu dans le métro, mais quand on pense à Cowboy qui propose des vélos, le lien, si vous ne voyez pas les images, vous avez un peu de mal à comprendre. On s'est dit que Certideal, on comprendrait le côté certification. Très bien, on va parler d'argent maintenant, on va parler finance. C'est l'instant finance. C'est Marc Wyatt, vous commencez à le connaître, il est associé corporate finance chez KPMG. Usine Up, l'émission de l'usine nouvelle et d'Epoca Up. L'instant finance.
Ma question pour vous, c'est vraiment la problématique internationale, à la fois en termes de clientèle, marketing, logistique, supply chain. Pour moi, vous avez un défi énorme pour faire un rollout de votre business model au niveau international, qui n'est pas uniquement en question de moyens financiers, mais vous avez besoin d'une levée de fonds assez importante pour attaquer les différents pays, mais aussi en termes de management et people. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est l'ambition sur une horizon de 3 ou 5 ans sur cette stratégie internationale? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui d'abord? Oui, c'est un challenge. L'international, c'est un challenge. Je vais lui et vous expliquer comment on y répond. La scalabilité aujourd'hui de Certideal, elle est faite en créant, en embauchant d'abord des natifs dans les langues dans les pays dans lesquels on opère. Donc on parle de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal, de la Suède, où on est déjà présent. Et les natifs travaillent chez nous, donc les country managers de chaque pays sont basés en France. Et les contrats de transport et les commandes partent toutes de France. Pourquoi on le fait? Parce qu'en Europe, aujourd'hui, on arrive à négocier des contrats chez nos transporteurs à quasi même coût que nos coûts de livraison en France. Et on arrive à le faire dans les pays européens. Donc la scalabilité dont il parle est le challenge. Finalement, en termes de recrutement et d'opérationnel, c'est centralisé en France. En revanche, oui, on a besoin d'accompagnement de nos fonds. Et c'est aussi pour ça que Meridiam est rentré chez nous en novembre 2021 et que Maïf était rentré avant, etc. Parce que vous avez un travail sur la marque. Et on parlait de la visibilité de la marque en France. Mais du coup, on a ce même travail à faire dans les pays. Et donc, accompagner la marque dans chacun des pays. Et c'est les chantiers qu'on a, les challenges, qu'on prend en se donnant les moyens de nos ambitions, on va dire, par les levées qu'on a fait et par les roadmaps qu'on se donne. Et aujourd'hui, donc, on parlait de l'international qui comptait pour à peine 5% du budget global en 2021. Quand on prend Q1, on est déjà à 15%. Donc en fait, on accepte ce challenge et c'est l'ambition de Certideal de consolider la France et de s'ouvrir aux pays européens. De ce que vous voyez, tous les pays sont à peu près à la même maturité sur le reconditionné. Et question complémentaire, est-ce que vous allez plutôt sur ceux qui sont en décollage parce que vous dites là, je vais pouvoir me faire une place sur ce marché-là, ou vous allez sur ceux qui sont déjà bien décollés parce que là, il y a du business tout de suite? Alors, on les choisit avec des niveaux de maturité à peu près similaires à l'Europe et surtout des niveaux de consommation et des cultures à peu près similaires à la France. Donc, on a donné les pays, c'est l'Italie, c'est l'Espagne, c'est le Portugal. Après, vous avez d'autres pays sur lesquels vous avez déjà des acteurs bien implantés et des marchés qui sont bien développés, qui vont être l'Allemagne et le Royaume-Uni, qui sont deux marchés sur lesquels on va se lancer aussi à horizon 12 mois. Vous avez levé des fonds en 2020, 2021. Entre-temps, entre ces deux dates, il y a eu quand même une explosion des levées de fonds. Est-ce que ça a été plus facile la deuxième fois ou est-ce que vous avez trouvé que ça restait quand même compliqué et qu'il fallait encore convaincre les investisseurs? Alors, il y a eu une explosion et il y a aussi eu le Covid entre. Oui, évidemment. Mais là, c'était l'instant finance, pas l'instant Covid. On a été complètement entre les deux. Donc, c'est vrai que 2020, on était 13 jours après le début du Covid, donc de la crise sanitaire. Et 2021, on était après. Alors oui, il y a eu une explosion des levées de fonds, clairement. Oui, on est un peu dans une bulle. Après, ça dépend des secteurs, ça dépend des boîtes. Vous avez des valos qui sont astronomiques et vous avez des valos qui sont plus raisonnables, je dirais, et des levées qui sont plus proches des moyens et des besoins des entreprises. Je pense que ce qu'on a fait chez Certideal, c'est on a levé avec les moyens et les besoins qu'on avait. On n'est pas non plus allé sur les sommes qu'on peut entendre. Est-ce qu'aujourd'hui, la start-up elle est en position de choisir ses investisseurs? Puisque tout le monde veut investir, tout le monde a de l'argent, tout le monde veut trouver la licorne de demain? Oui, je dirais que tout le monde cherche la licorne, tout le monde cherche le leader. Oui, ça se ressent. Oui, on a du choix. Et oui, c'est vrai qu'en 2021, on avait le choix avec plusieurs investisseurs. C'est vrai que les fonds ont des fonds à dépenser. Donc oui, il y a une demande qui est importante. Et je pense que c'est presque plus dur pour les fonds que pour la start-up. Très bien. Eh bien, écoutez, dernière séquence, c'est l'instant CIO. C'est Anne Lauvergeon qui vous pose une question.
Usine Up, l'émission de l'usine nouvelle et d'Epoca Up. L'instant CEO. Bonjour Laure, bravo, le reconditionnement, le recyclage, c'est un élément absolument stratégique pour la planète, pour notre pays aussi. Alors, après les appareils électroniques reconditionnés, j'imagine que la quantité reste absolument gigantesque. Est-ce que vous n'auriez pas non plus envie de reconditionner d'autres choses? Avez-vous d'autres idées? On en a un peu parlé déjà. On en a un peu parlé. Du coup, là, je suis d'accord. Merci pour le bravo. Non, mais oui, on en a parlé. On a parlé des ordinateurs. Enfin, aujourd'hui, on fait les smartphones, les tablettes, les watches et les AirPods, en gros. On ajoute, là, dans les semaines qui arrivent, du coup, les ordinateurs portables. Et on va, dans le courant de l'année, rajouter les consoles. C'est quoi la logique des produits? Parce qu'on voit bien, c'est l'électronique, mais c'est parce que c'est les produits à plus grosse marge qui vous intéressent? C'est des produits qui sont plus chers pour monter dans la chaîne de valeur? Non, alors c'est une super bonne question. Enfin Non, c'est pas vrai. Je plaisante. C'est une bonne question. En fait, c'est des produits qui sont liquides. Pourquoi les smartphones particulièrement? C'est des produits qui finalement, d'abord, sur lesquels vous avez une grosse demande, et en plus qui sont liquides, qui sont tout petits. Donc en fait, vous avez la possibilité de les stocker. Nous, on est en France, comme je vous l'ai dit, en région parisienne. Coûte cher. Le mètre carré coûte cher. Et du coup, vous avez la possibilité de stocker un grand nombre, on va dire, de terminaux, parce que c'est tout petit. Sur le smartphone principalement, vous avez une gamme finalement qui est plutôt restreinte sur la demande. Vous avez Apple, vous avez Samsung en Galaxy. Donc vous avez 4 modèles chez Samsung et finalement maximum 10 modèles en fait chez Apple, déclinés en couleur, état, capacité, etc. Mais ça ne fait pas beaucoup de modèles. Les ordinateurs portables, pourquoi on a mis du temps, c'est que la technicité, elle est différente, donc la réparation, elle va être différente. Parce que j'imagine que vous avez la même promesse de 2 ans. La même promesse, on va faire tout pareil. Mais et les gammes, les modèles, en fait, vous avez une diversité gigantesque sur les ordinateurs. Finalement, la demande va aller sur toutes les marques, tous les modèles, donc c'est encore différent. Et autre chose, les ordinateurs et les tablettes aussi, parce que finalement, les tablettes, on les change un peu moins souvent. Finalement, la rotation, vous décidez de changer d'ordinateur tous les 3-4 ans, peut-être 3 à 5 ans même. Un téléphone, vous en avez tous les ans un nouveau chez les gros constructeurs. Donc tous les ans, ça réveille et ça titille « j'ai envie de changer de téléphone ». Et du coup, la rotation et l'envie de changer, elle se réduit presque à 12 mois alors que toutes les analyses nous donnent 18 mois. Les personnes qui suivent le secteur ont vu qu'il y a eu un débat entre votre secteur et le législateur avec la question de la taxe sur la copie privée. On ne va pas rentrer dans le détail, mais il n'empêche que les appareils reconditionnés doivent maintenant payer cette taxe. Certains opérateurs ont dit que ça pesait très fortement sur leur marge. Pour vous, c'est un combat perdu ou vous comptez le relancer et essayer de convaincre les élus de revenir sur cette décision? Non, on va essayer de les convaincre de revenir sur cette décision. C'est clairement, voilà, ça reste un combat parce que le débat a été complètement illogique et c'est pas très loin d'une absurdité, mais voilà. Et vous attendez ça? C'est ce que vous attendez du prochain président, du prochain Parlement? Vous aimeriez bien qu'il revienne sur cette décision? Je sais pas si j'ai beaucoup d'espoir à ce qu'ils reviennent sur cette décision. Il y a des compensations qui sont mises en place, mais voilà, c'est une absurdité, on va dire, du gouvernement. Voilà. Vous avez eu une carrière, on n'en a pas du tout parlé, mais vous avez commencé dans une grande institution, vous avez travaillé dans une banque comme salarié, vous avez sauté le pas, vous avez créé une entreprise très tôt. Un collègue de cette banque qui viendrait vous voir, qui hésiterait à le faire, qui vous demanderait conseil, vous lui diriez d'y aller, et pourquoi d'y aller? Et vous avez à peu près 30 secondes pour répondre. Oui, ouais, je lui dirais d'y aller. On m'a souvent posé cette question, on me l'a souvent posée d'un point de vue d'une femme. Et donc ça, je ne me serais pas permis. Non, mais donc je disais souvent, oui, il faut oser, mais c'est la même réponse que j'apporterais à un homme et à une femme. Oui, c'est une super expérience. Quand on a une idée, quand on a un projet, il faut y aller, il faut tenter et puis il faut y croire. Voilà. Vous ne regrettez pas du tout la banque, les tours de la Défense? Non, absolument pas. Quand vous passez à la Défense, vous n'avez pas une petite larme? Non, du tout. Très bien, merci beaucoup Laure Cohen. Je rappelle que vous êtes cofondatrice et CIO de Certidil. Merci d'être passée. Merci à vous. Par les studios Victoire, merci à vous de nous avoir suivis pour Usine Up. À très bientôt pour un nouveau numéro. Bonne journée.
Usine Up, l'émission de l'usine nouvelle et d'Epoca Up qui met en lumière les startups et scale-up porteuses de sens, d'innovation et de savoir-faire à la française.